Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour, ici Chantal Gagnon. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Ultra Santé, dont le but premier est de vous partager non seulement l'histoire des proches aidants du Québec, mais également d'explorer le système de la santé en compagnie d'experts du milieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mme Joanne Gagnon, proche aidante, qui fournit des soins et du soutien à sa sœur. Bonjour, Mme Gagnon. Parlez-moi de vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Aujourd'hui, je vais bien. Et c'est sûr que moi, je suis la plus jeune de la famille. Alors, j'ai dû aider ma sœur à partir de l'année dernière. Là, ça va mieux pour elle. Donc, je suis pas toujours elle n'a pas toujours besoin de moi, mais il y a eu une période où elle a eu vraiment, vraiment besoin de moi. Mais je dois dire aussi que j'aide mon frère, qui est évidemment un petit peu plus vieux que moi, qui est autiste et qui a le Parkinson. Puis avant tout ça, j'avais aidé ma mère pendant plusieurs années avant son décès. Et puis, je me suis... puis elle a fait finalement un AVC qui l'empêchait de communiquer adéquatement. Et puis, qui s'est retrouvé aussi en CHSLD avec, disons, pas de très, très bons soins. Je comprends. Donc, votre vie se base vraiment sur le rôle de la proche aidance. Vous êtes une proche aidante dans l'âme. Oui, puis moi j'ai été une enseignante de musique et arts plastiques dans une première vie. Après ça, une enseignante de français langue seconde dans une deuxième vie. J'ai commencé de la traduction, de l'édition et maintenant, je suis à la retraite et je fais beaucoup de choses à l'ordinateur, des corrections de texte, des révisions, des choses comme ça. Puis j'en fais de façon bénévole, puis j'ai commencé à en faire un petit peu de façon rémunérée, mais c'est sporadique. Mais vous avez quand même une vie bien chargée. Oui. Oui. Madame Gagnon, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre sœur. Quel a été l'événement déclencheur qui a fait en sorte que vous deveniez du jour au lendemain proche aidante pour votre sœur? Bien, elle n'était plus capable de marcher dans la maison. J'étais estomaquée. Elle se promenait à genoux. On est allé acheter un déambulateur. Le problème, c'était la jambe, évidemment, ça faisait tellement mal qu'elle ne pouvait pas se supporter debout. C'était très difficile pour elle. Est-ce que vous voyez les choses arriver ou c'est arrivé comme du jour au lendemain que vous avez vu son état se dégrader ainsi? C'était vraiment spontané, là, si je peux dire. Donc, par chance, sa fille est un chirurgien. Elle a fait des démarches pour que sa mère ait des examens rapidement, rencontre un médecin rapidement à Charlemagne. Et de là, elle a pris des médicaments qui sont quand même assez forts pour diminuer la douleur. Là, elle a commencé à marcher, il n'y a pas de problème, mais elle a un autre problème. Elle a d'autres problèmes de santé. Quel genre de problème sans indiscrétion, Mme Gagnon? Bien, le plus gros problème, c'est qu'elle prend des médicaments pour prévenir l'ostéoporose. Mais avec des effets secondaires graves. J'imagine. Grave. Et c'est pour ça qu'on est allé vers En fait, son endocrinologue avait demandé, avait fait une demande pour un médicament qu'on appelle tériparatide, Forteo, auprès de la RAMQ. C'est une parathormone. Le tériparatide, c'est une parathormone. Ça a été refusé parce que le règlement est très, 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 très strict sur un point. Il faut que le score T du test d'ostéodensitométrie, celui qui est pris en considération, c'est le score T du col du fémur de la hanche. Si
le test d'ostéodensitométrie ne démontre pas un score de moins 2,5 ou moins que ça encore, ce n'est pas considéré comme de l'ostéoporose. Même si on a des fractures, parce que c'est un et l'autre, Oui. ça doit être et le score T et les fractures s'il y a lieu. Une composante des deux. Il faut absolument que ce soit les deux, malheureusement. Donc, vous êtes présentement milité pour la thérapeutique médicamenteuse de votre sœur qui malheureusement, on doit le dire, souffre de spondylodycartrose modérée. Est-ce que je le prononce bien? En fait, juste un instant, la spondylodyscartrose. Dyscartrose. Selon moi, ce n'est pas vraiment une maladie. C'est un problème entre deux vertèbres où le disque, le coussin s'écrase, s'use, mais il ne donne jamais de diagnostic pour ça. Là. Je comprends. On a observé ça quand on a passé une IRM, une résonance magnétique. Le but des tests d'ostéodensitométrie, ce n'est pas pour regarder les petits coussins. Là. Fait qu'il faut passer d'autres genres de tests pour découvrir. D'autres genres de... Oui. Mais le problème a commencé pour ma sœur, même si on a dit... Puis, on ne dit pas, on ne considère pas, selon la RAMQ, que c'est de l'ostéoporose que ma sœur fait. Par contre, j'ai fait beaucoup de lectures, de recherches par moi-même. J'imagine, oui. Et en tant qu'enseignante, je pense qu'on est... c'est un petit peu un défaut, comme on dit. Des formations professionnelles, qu'on pourrait dire. C'est exactement le oui, je comprends. Formation professionnelle. Très bien, oui. Et puis, je veux comprendre, je veux savoir, je veux pouvoir expliquer et aider aussi. J'ai fait ça pour ma mère, je continue de le faire. Puis mon frère qui est autiste, qui ne peut pas s'aider lui-même, faire ces recherches-là, il n'y a même pas d'ordinateur à la maison. Fait que tout ce qui concerne la santé, j'essaie de comprendre. Et puis, ça a commencé quand elle prenait des hormones qu'on appelle l'hormonothérapie. Oui. En dernier, elle prenait aussi des hormones qu'on dit bioidentiques. Mais ça, ce n'est pas reconnu par la RAMQ. En fait, c'est reconnu comme un médicament d'exception. OK. Et la RAMQ ne le paie pas. Donc, si on a des assurances, on est bien chanceux, on peut se faire payer ces hormones-là par notre assurance. Par contre, son médecin de l'époque a dit « Ah, à partir de 2012 environ, non, là, ça fait assez longtemps que vous prenez des hormones, il faut arrêter tout ça. » Et c'est là que ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Oui, parce qu'il y a eu des recherches qui ont démontré, mais non, mais les hormones, ça peut être dangereux, ça peut créer des cancers, des caillots sanguins qui provoquent des thromboses, des AVC et aussi peut-être des problèmes cardiaques. Bon. Alors, le mot d'ordre a été, on arrête ça. Si on prescrit des hormones, il ne faut pas que ça soit plus que 5 ans et la plus petite dose possible. Donc, elle a arrêté. Et là, ça a commencé à dégénérer. Là, ces tests d'ostéodensitométrie démontraient, bon, on est passé de faible, un risque faible, à un risque modéré. Et ensuite, tout d'un coup, risque sévère. Oh! Et donc, mais ça, c'est selon les radiologistes, là. Mais ça, c'est toujours pas reconnu par la RAMQ. Et pourtant, Ostéoporose Canada dit, juste un instant, je vais citer. Oui, pour le bien de nos auditeurs, oui, ça serait bien. Oui. Sur le site d'Ostéoporose Canada, on trouve une page où on dit « Si on dénote une fracture sur la radiographie, vous êtes automatiquement à risque élevé de fracture et vous devez être traité pour l'ostéoporose, quel que soit le résultat de votre test de DMO, ostéodensitométrie. » Oui, mais comment se fait-il que ça ne fonctionne pas pour votre sœur? Pourquoi qu'ils ne reconnaissent pas? Pourquoi qu'ils ne veulent pas lui c'est que donner ce médicament? Et le règlement de la RAMQ est clair. Il faut absolument ce score T-là de moins 2,5 au col à la hanche, au col du fémur à la hanche. Mais avec ce que vous venez de me lire, on ne parle pas de score T, là, on parle de l'ostéoporose en tant que telle. C'est que le test d'ostéodensitométrie détermine un score T. Oui.
Et la RAMQ, dans son règlement, dit si on veut accorder le tériparatide, il faut absolument considérer le score T. Mais Ostéoporose Canada dit indépendamment du... C'est ce que je vous dis, indépendamment, donc. Et Ostéoporose Canada n'est pas la seule à dire ça. Il y a des spécialistes, des rhumatologues qui font des recherches, qui font des présentations, qui font des recommandations qui ne sont toujours pas reconnues, considérées, je dirais. Oui. Je dirais, là, dans une présentation du docteur Jacques Brown, qui siège sur plusieurs comités d'ailleurs, Oui. il dit « La décision de traiter est fondée sur un risque absolu de fracture élevée et non sur la seule valeur de DMO. » Encore une fois. Mais là, devant ce refus-là, Mme Gagnon, là, devant ce refus-là, vous avez certainement entrepris des démarches. Est-ce que vous êtes allé auprès du protecteur du citoyen? Avez-vous soumis votre... On a fait une première... Ben, j'ai aidé ma sœur à faire sa demande de révision de la RAMQ. On a reçu une réponse et puis, négative, toujours en invoquant, toujours le règlement. La même chose. On a fait une deuxième demande de révision, et en tout cas, finalement, on est abouti à une requête au tribunal administratif. On n'est toujours pas passé devant le tribunal encore. Mais on nous dit, de part et d'autre, que c'est comme une peine perdue de se battre. Le règlement de la RAMQ ne peut pas être changé probablement, même pas par le tribunal. Le tribunal n'a pas de pouvoir. La RAMQ applique les recommandations de l'INES, qui est l'Institut... Attendez, le nom exact, là. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INESS. C'est l'INES qui fait les recommandations, le ministre de la Santé approuve ou non, et ensuite, la RAMQ applique, crée les règlements à partir de ces recommandations-là. Je comprends. Mais aujourd'hui, vous en êtes rendu. Quelles sont les prochaines démarches? Parce que la souffrance de votre sœur perdure dans le temps, elle souffre. Rien pour contrer cette souffrance. Alors, pour pallier à cette souffrance, alors, quelles sont vos prochaines démarches, Mme Gagnon? Qu'est-ce que vous pensez faire pour tenter peut-être de gagner votre cause? Parce que, bon, c'est... Écoutez, je pense que de toute façon, même si la RAMQ finissait par approuver le médicament, il y a un autre problème. Et là, c'est que ce médicament-là ne peut pas être approuvé pour plus que 18 mois, donc 1 an et demi. Ce sont des injections. Oui, le tériparatide, c'est des injections journalières. Après 1 an et demi, la personne doit cesser et retourner aux mêmes médicaments qui rendent ma soeur malade, comme le Prolia. Ma soeur a essayé, parce qu'elle avait des problèmes, donc elle a essayé l'Actonel, qui est un risédronate, mais elle a eu de grosses réactions aussi, allergiques, peu importe, là, mais elle a fait une très grosse réaction au bout de 3 semaines, donc elle a dû cesser. Elle est retournée au Prolia, mais le Prolia lui donne des infections urinaires, des gros problèmes, des douleurs, de la fatigue. Incroyable. Là, elle s'est même retrouvée à l'hôpital dernièrement. Et là aussi, je l'ai aidée. Et puis, c'est que là, ça a créé un gros problème avec son rein droit. Donc, il y a un lien, là, l'infection urinaire, rein, le rein ne pouvait plus se vider. Et là, elle est allée au moins 2-3 fois à l'hôpital. On a inséré un double J dans le petit tuyau là, qui est entre, là je dis l'urètre, c'est peut-être l'urtère, je me trompe peut-être, là. Et puis, un double J dans le petit tuyau entre le rein et la vessie. Quelques semaines plus tard, on a changé le double J et on lui a dit que là, on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé,
pourquoi l'urètre, le petit canal s'est bloqué. Oui. On cherche, on a fait des biopsies, on a pris peut-être des petites photos, je ne sais pas comment ils font ça, là. Ils sont allés avec une petite caméra voir. Et puis, on attend les résultats. Et là, en attendant qu'on trouve vraiment une solution à long terme, ma soeur s'est fait dire, vous allez être obligé d'aller faire changer le double J aux 6 mois. Oh mon Dieu, quand même. Et c'est des 12 heures de temps, là, parce que faut qu'elle passe toute la journée là. Puis moi, je suis allée la chercher, il était rendu 9 heures le soir parce que il faut que ça dégèle et puis il faut qu'elle fasse une première urine avant de partir. Il faut qu'on voit que les fonctions urinaires sont revenues normales. Ouais. C'est très long, c'est lourd, c'est fatigant. C'est frustrant parce que si la RAMQ accepterait, vous n'auriez pas à tout vivre, votre sœur n'aurait pas à tout vivre ces étapes-là. Elle n'aurait pas à subir ce stress-là parce que c'est un stress au quotidien. La souffrance, autant que la souffrance morale, c'est un stress au quotidien. Donc, mon Dieu, ce serait tellement bien que la RAMQ puisse reconnaître le besoin de votre sœur à sa juste valeur. Mais en même temps, dans un an et demi plus tard, on se retrouverait à la case départ. À la case départ, je comprends, oui. Moi, j'ai pensé à 2 choses. On pourrait éventuellement prescrire le tériparatide sans qu'il y ait cette limite dans le temps de 18 mois. Mais je comprends que ça coûte très cher. Un traitement comme ça, c'est 800 $ par mois. Donc, il y a peut-être un médicament qui va découler de ça, qui est un biosimilaire ou qui pourrait être moins cher, mais ça demeure très cher. L'autre solution, c'est qu'on prescrive les hormones bioidentiques qui ne sont plus trop recommandées. On en parle beaucoup de ce temps-là avec l'automéno, avec Véronique Cloutier, on en a beaucoup parlé. C'est vrai. Mais c'est toujours pas payé par la RAMQ. Il y a certaines personnes qui peuvent pas se permettre de se payer ça. Puis encore là, c'est très limité aussi. Les compagnies pharmaceutiques qui produisent les autres types d'hormones qui étaient critiquées, en fait, il y a des études qui ont démontré qu'il y avait certains dangers. Ben là, ils dénigrent évidemment, d'une certaine façon, les autres types d'hormones qui ne sont pas fabriqués par eux. Fait que là, c'est une petite guerre de clocher, peut-être, là. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les préparations magistrales qui ne sont pas reconnues du tout, mais moi, j'en prends et mes assurances les payent. Donc. Écoutez, Mme Gagnon, oui. Mais ça, ces hormones bioidentiques-là, préparation magistrale, doivent être, attendez un petit peu, il faut que je trouve les bons mots. Il n'y a pas un médecin présentement dans le public, au niveau du système public, qui veut prescrire ça. Alors, on doit se tourner vers des médecins qui sont en médecine privée, qui ne font plus partie du système public, et puis pour lesquels on doit débourser des montants chaque fois qu'on a un rendez-vous avec elles, avec ces médecins-là, avec eux. Oui, je comprends. La plupart sont des femmes. Madame Gagnon, on pourrait en parler longtemps. Écoutez, votre histoire me touche, l'histoire de votre sœur, me touche beaucoup. J'espère que la RAMQ entendra votre cri du cœur et j'espère aussi qu'on trouvera une solution pour amoindrir la souffrance de votre sœur. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Et écoutez, moi, je le fais à toutes les émissions parce que je trouve que c'est important de reconnaître la proche aidance à sa juste valeur. Et je vais vous dire une chose, Madame Gagnon. Votre dévouement et votre courage me touchent énormément. Pour être passé par le même chemin que vous, je comprends votre combat aujourd'hui. Ne baissez jamais les bras et gardez la tête haute, Madame Gagnon. Vous êtes le phare qui éclaire le chemin de vie de votre sœur. Vous êtes une proche aidante déterminée et je demeure persuadée que vous arriverez à atteindre la ligne d'arrivée de votre objectif, qui est celui de rendre la vie de votre sœur hors de toute souffrance inutile. Merci, Madame Gagnon, d'avoir accepté notre rendez-vous, notre invitation. Je suis fort honorée. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci, Madame Gagnon. Eh bien, voilà, chers auditeurs, voilà qui termine notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là,
portez-vous bien, comme je le dis à chaque fois, mais je trouve ça important de le dire. Prenez bien soin de vous. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.